En novembre 1953, le Douglas DC-7 a fait son entrée en service commercial au sein d'American Airlines, inaugurant la liaison entre New York et Los Angeles. Pour la première fois dans les annales de l'aviation américaine, un avion de ligne traversait le pays d'un bout à l'autre sans escale, dans un sens comme dans l'autre. Cet appareil, propulsé par des moteurs à piston, tenait ses horaires avec une vitesse de croisière de 360 miles par heure. 5 ans plus tard, Douglas mettait fin à la chaîne de production du DC-7. 338 exemplaires avaient été construits. Aujourd'hui, aucun d'entre eux ne vole plus. L'existence même du DC-7 est née d'un simple coup de fil. Au début des années 1950, la lutte pour la clientèle transcontinentale était devenue une épineuse question commerciale pour American Airlines. La famille Constellation de Lockheed, exploitée par Trans World Airlines, offrait un avantage que American ne pouvait tout simplement pas égaler sur les liaisons sans escale, pourtant très prisées par les voyageurs exigeants. Cyrus Rowlett Smith, alors président d'American Airlines, était convaincu que la solution résidait dans un nouvel appareil de chez Douglas, doté de l'autonomie et de la vitesse nécessaires pour combler ce fossé une bonne fois pour toutes. Chez Douglas, on n'était pas vraiment persuadé de l'existence de ce marché. Le DC-6 se vendait comme des petits pains. Le DC-6B, certifié en 1951, était unanimement considéré comme le meilleur avion de transport à piston de l'époque. Donald Douglas avait confié à son vice-président de l'ingénierie, Arthur Raymond, qu'un avion de ligne à réaction en 1952 n'aurait pas été un bon appareil. Douglas restait fidèle à la propulsion par piston, et les commandes pour le DC-6B continuaient d'affluer. Smith ne s'est pas donné la peine de discuter. Il a passé commande de 25 appareils pour un prix total de 40 millions de dollars, une somme qui couvrait l'intégralité des coûts de développement chez Douglas. Le risque financier étant écarté, Douglas a annoncé le programme DC-7 en décembre 1951 et a aussitôt mobilisé ses équipes d'ingénierie sur ce projet sans le moindre délai. Ce qui en est ressorti n'était pas un design entièrement nouveau. Douglas l'a conçu comme une version allongée du DC-6B, prolongeant le fuselage de 40 pouces et remplaçant les moteurs Pratt & Whitney R2800 par des moteurs radio Wright 3350 Turbo Compound, la même famille de moteurs que Lockheed utilisait pour le Constellation. 4 de ces moteurs, développant chacun 3250 chevaux au décollage, conféraient au DC-7 une puissance combinée de 13 000 chevaux et une vitesse de croisière maximale de 360 miles par heure, soit environ 20% de plus que le Constellation, son concurrent de l'époque. Le prototype a effectué son premier vol le 18 mai 1953. American Airlines a pris livraison du premier appareil de série en novembre de cette même année et l'a immédiatement mis en service sur la liaison Mercury entre Los Angeles et New York Idlewild. Le vol vers l'est de Los Angeles à New York s'effectuait en 7h15. Ça n'avait rien d'un record. C'était un horaire. Le trajet vers l'ouest était plus ardu, et c'est là que les limites du DC-7 se sont manifestées d'emblée. S'élançant face au vent dominant, maintenir le trajet New York-Los Angeles dans la limite des 8 heures de service de l'équipage, tel que fixé par la réglementation aérienne civile, était réalisable mais précaire. Dès le premier jour, l'avion opérait près de son plafond de performance, et les moteurs qui rendaient cette prouesse possible traînaient derrière eux un passé lourd de sens pour ceux qui devaient les maintenir en état de marche. Le moteur Wright R3350 Turbo Compound avait un passé pour le moins compliqué. Cette famille de moteurs avait été développée durant les années 1930 et mise en service sur le Boeing B-29 Superfortress pendant la Seconde Guerre mondiale. Au cours de ces premières années, il se montrait capricieux, occasionnant la perte d'appareils et d'équipage. La surchauffe des cylindres arrière était un problème récurrent. Les moteurs avaient une fâcheuse tendance à avaler leur propre soupape d'échappement. L'alliage du carter moteur, riche en magnésium,
faisait que les feux de moteur pouvaient atteindre des températures avoisinant les 5600 degrés Fahrenheit, une chaleur suffisante pour perforer un longeron d'aile principale en quelques secondes. Les forces aériennes de l'armée avaient envoyé des B-29 dans le Pacifique en 1944 avec des problèmes de surchauffe toujours non résolus, car le calendrier opérationnel ne pouvait se permettre d'attendre une solution. Au début des années 1950, le R-3350 avait considérablement gagné en maturité. L'injection de carburant avait remplacé les carburateurs qui causaient une distribution inégale du mélange. Le temps moyen entre deux révisions majeures était passé de 100 heures à la fin de la guerre à des chiffres rendant l'exploitation aérienne viable. La variante Turbo Compound ajoutait 3 turbines de récupération d'énergie à l'échappement de chaque groupe de 6 cylindres. Des turbines tournant jusqu'à 20 000 tours par minute au décollage, redirigeant l'énergie des gaz d'échappement vers le vilebrequin via des accouplements fluides et des engrenages. Ce système ajoutait environ 550 chevaux au décollage et 240 chevaux en croisière par rapport à un R3350 non turbo compound, tout en maintenant une consommation de carburant similaire à celle de l'ancien Pratt & Whitney R2800. Sur le papier, il s'agissait du moteur à piston le plus économique en service commercial. En pratique, les turbines de récupération d'énergie fonctionnaient à des températures atteignant jusqu'à 800 degrés Celsius et nécessitaient leur propre circuit de refroidissement dédié. En 1953, à l'entrée en service du DC-7, le temps approuvé entre deux révisions majeures pour le Turbo Compound était de 800 heures. Les mécaniciens qui les côtoyaient régulièrement donnaient un autre nom aux turbines de récupération d'énergie, des turbines de récupération de pièces. La chaleur accrue des gaz d'échappement avait ravivé une certaine propension du vieux moteur à détruire les soupapes d'échappement. L'intervalle de maintenance s'améliorerait par la suite, atteignant 2000 heures en 1958. Mais durant les premières années du DC-7, les moteurs exigeaient une attention qualifiée et constante. Les horaires du DC-7, voilà le nœud du problème. La réglementation aérienne civile limitait les équipages de vol intérieur à 8 heures de service sur toute période de 24 heures. La liaison transcontinentale américaine était précisément calée juste en dessous de cette limite. Pour tenir les horaires du trajet vers l'ouest face au vent contraire, l'appareil devait maintenir des réglages de puissance de croisière élevés pendant des heures d'affilée. Une puissance élevée et soutenue sur un R3350 Turbo Compound rimait avec chaleur. La chaleur, quant à elle, entraînait une usure accélérée des pales de turbine, des soupapes d'échappement et des culasses. Tant le DC-7 que son rival, le Constellation, subissaient des pannes moteurs en vol suffisamment souvent pour que les déroutages deviennent une réalité opérationnelle acceptée sur les lignes transcontinentales. Les horaires n'avaient pas été établis en fonction de ce que les moteurs pouvaient supporter confortablement. Ils avaient été conçus autour des impératifs commerciaux de la compagnie, et les moteurs devaient suivre la cadence. Pour les passagers embarquant à bord des DC-7 d'American Airlines à Idlewild en 1953 et 1954, l'expérience était réellement bluffante. L'appareil était rapide, pressurisé, stable en altitude et surtout nettement plus silencieux à l'intérieur que les avions à hélice qui l'avaient précédé. Les cabines de première classe des DC-7 d'American comprenaient un Sky Room avec des sièges face à face et un Sky Lounge, des aménagements qui positionnaient clairement le DC-7 comme un produit haut de gamme. Le nom de service Mercury n'était pas un hasard. Le service marketing d'American a fait de ce temps de 7h15 pour le trajet vers l'Est un argument de vente majeur dans ses campagnes publicitaires nationales. Le DC-7 s'est bien vendu. United Airlines a acquis 57 appareils, devenant ainsi le plus grand client de la variante originale. Eastern Airlines en a commandé 49. Delta en a commandé 10 et les a mis en service en avril 1954. National Airlines en a pris 4. La première variante était destinée exclusivement aux transporteurs américains.
Les compagnies aériennes européennes ne pouvaient pas exploiter pleinement l'autonomie du DC-7 qui était suffisante pour les vols transcontinentaux américains, mais pas pour les liaisons transatlantiques. Pour cela, Douglas a développé le DC-7B avec du carburant supplémentaire dans les réservoirs d'ailes, et Pan American a mis des DC-7B en service sur la ligne New York-Londres à l'été 1955, un vol d'1 h 45 minutes plus rapide que le Boeing Stratocruiser sur la même liaison.